Mesdames, Messieurs, le nom de d'Alembert est inséparable de celui de l'encyclopédie qu'il dirigea avec Diderot et dans laquelle il publia une part importante de ses travaux mathématiques. Nous entendrons mathématiques au sens où d'Alembert l'emploie à l'époque, c'est-à-dire mathématiques et physique générale. J'indique en passant que l'ensemble des articles de d'Alembert pour l'encyclopédie sera publié prochainement avec la totalité des volumes de l'encyclopédie dans le cadre de l'édition Ancre, actuellement en préparation. D'Alembert mena aussi dans le grand dictionnaire plusieurs des nombreux combats qui animèrent cette grande entreprise. Ces combats multiples, je vais les exposer. Je vais en exposer quelques-uns, mais auparavant, peut-être devrais-je dire deux mots de l'encyclopédie elle-même. En 1751 parurent les deux premiers volumes de l'encyclopédie, dont Diderot a défini les enjeux qui associent au savoir la vertu et le bonheur. Le but d'une encyclopédie, écrit-il, est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont et que nos neveux, nos descendants, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux. L'encyclopédie ou dictionnaire des sciences, des arts et des métiers fut la plus grande entreprise éditoriale du siècle en volume, en nombre d'ouvriers employés et en capital investi. Édité par souscription, l'usage connut un succès attesté par les multiples contrefaçons et rééditions qui accompagnèrent sa publication. Rappelons qu'à l'époque, quand même, le genre dictionnaire est encore une nouveauté en France, en Europe et en France. Le premier dictionnaire monolingue du français, un des premiers grands dictionnaires monolingues du français, celui de Furetière en 1690, et celui de l'Académie française, date de 1694. Nous sommes donc 60 ans plus tard, au moment où paraît l'encyclopédie, dans un monde où le dictionnaire n'a que 60 ans d'existence, et c'est dire qu'il procède encore, qu'il s'inscrit encore dans la modernité de l'époque. On sait, Irène Passeron l'a rappelé tout à l'heure, qu'il s'agit au départ d'une entreprise de traduction de la Cyclopédie anglaise et qu'il fallait donc traduire et augmenter. En 1747, deux jeunes gens de lettres, d'Alembert et Diderot, sont chargés de l'édition par les libraires parisiens associés, Le Breton, Durand, Briasson et David. Et l'ouvrage, comme l'a dit Irène, prévu pour faire constituer 10 volumes, en fera au bout du compte 28. Alors, deux grands traits profondément novateurs marque l'encyclopédie. Tout d'abord, elle est une entreprise collective. Collective, c'est-à-dire que, à la différence des dictionnaires antérieurs, universels ou des encyclopédies déjà parues, l'encyclopédie fait appel aux savants eux-mêmes, c'est-à-dire au savoir vivant, et non plus simplement à des sources livresques ou à des compilations. Bien sûr, comme dans tous les dictionnaires, on y trouve aussi des articles qui procèdent d'emprunts à des ouvrages antérieurs. Mais ce qui demeure essentiel dans l'affaire, c'est que Diderot et d'Alembert aient su convier les meilleurs connaisseurs de leur temps à collaborer en fonction de leur domaine de compétences. C'est ainsi, bien sûr, que d'Alembert s'occupera de la partie mathématique, sans s'y limiter d'ailleurs, puisqu'il écrit notamment, en futur académicien français, bon nombre d'articles et de réflexions consacrés aux synonymes français. Daubenton contribue à l'histoire naturelle, la Condamine à la géographie, Tronchin à la médecine, Jean-Jacques Rousseau, auteur du Devin de Village à l'époque, à la musique, Dumarsais à la grammaire,
Voltaire à l'histoire, Marmontel aux belles-lettres, et Diderot lui-même s'occupant de l'histoire de la philosophie, des métiers et du dictionnaire de langue, puisque l'encyclopédie contient un très grand nombre d'articles également consacrés à définir le sens des mots en langue française. Parmi tous ses collaborateurs, on trouve aussi bien sûr Turgot, d'Holbach, Saint-Lambert, Quesnay et surtout l'indispensable Chevalier de Jaucourt. Deuxième trait novateur, l'encyclopédie intègre ce que l'on appelle alors les arts mécaniques, la description des arts et des métiers, l'inventaire des procédés de fabrication et des inventions techniques. Enfin, elle offre 11 volumes de gravures voués à l'anatomie, à l'histoire naturelle et à tous les métiers. Un coup d'œil sur l'objet ou sur sa représentation en dit plus qu'une page de discours. Ce troisième trait novateur est, on le voit, également profondément moderne. Mais au-delà même de ces innovations, l'encyclopédie fut avant tout un recueil critique. Critique des savoirs, dans leur élaboration et dans leur transmission, critique aussi des préjugés véhiculés par l'usage, des interdits de pensée, de l'autorité et du dogme. C'est pourquoi d'ailleurs très vite, une redoutable conjuration se créa. Les jésuites, qui menaient campagne dans leur journal, Mémoire de Trévoux, dénoncèrent l'impiété des articles, bientôt relayés d'ailleurs par le parti opposé, les jansénistes, très influents au Parlement. À cela s'ajouta l'affaire de l'abbé de Prades, dont Irène Passeron a dit 2 mots tout à l'heure. Et on aboutit ainsi à une première interdiction de l'encyclopédie en 1752, car on y trouvait, je cite ici l'arrêt du Conseil d'État, des maximes tendant à détruire l'autorité royale, à établir l'esprit d'indépendance et de révolte, et à élever les fondements de l'erreur et de la corruption des mœurs, de l'irreligion et de l'incrédulité. La parution reprit cependant, mais après de nouvelles campagnes, menées notamment par le parti dévot dans l'entourage du roi à la cour, l'interdiction devint définitive en 1759, l'ouvrage fut brûlé par la main du bourreau et peu après solennellement condamné et interdit par le pape. Les 10 derniers volumes de textes continués secrètement paraîtront en 1765 et les 11 volumes de planches, donc de gravures, ne seront publiés, achevés qu'en 1772. Alors, si l'accomplissement de ce que Voltaire appelle un ouvrage immense et immortel marque avant tout l'ampleur des vues et l'énergie intellectuelle de ces 2 concepteurs, sa publication, on l'a compris, souleva bourrasque et tempête. Car ce n'est pas un savoir paisible qu'offre l'encyclopédie. Le caractère d'un bon dictionnaire, disait Diderot, est de changer la façon commune de penser. Alors ces majestueux in-folio, à l'aspect si vénérable, sont de fait traversés par les plus importants combats politiques, religieux, philosophiques et scientifiques de leur temps. Je me limiterai à évoquer quelques-uns de ces combats et à les évoquer simplement. Le combat politique, d'abord, le combat politique direct est certainement le plus subtilement exprimé, comme cela ne pouvait manquer dans un ouvrage publié d'abord avec autorisation royale. On relève, ça et là, des interrogations à mener sur les sources mêmes du pouvoir royal. Par exemple, l'article « Autorité politique » qui commence par stipuler « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres ». Donc, dans une monarchie, la puissance vient du consentement des peuples et elle suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime, utile à la société, qui la fixent et la restreignent entre des limites. Car l'homme ne doit ni ne peut entièrement se donner sans réserve à un autre homme. Plus nettement formulé, l'engagement contre les privilèges ou les prétentions nobiliaires. Voyez pour son humour l'article de Jaucourt intitulé « Arbre généalogique ». J'en cite 2 phrases. « On est sûr de trouver à la tête de la plupart des arbres généalogiques un grand ministre d'État ou un célèbre militaire. Mais l'honnête artisan qui a donné la naissance à cet homme illustre est retranché de l'arbre généalogique. Et vous diriez que le fondateur de la maison n'a jamais eu de père. Mais si nous remontions plus haut vers la source de plusieurs nobles de tous les pays, nous les perdrions peut-être dans une foule d'artisans ou de fermiers et sans espérance de les en voir sortir. »
L'une des préoccupations fondamentales des encyclopédistes fut justement de distinguer ce qui relève des titres de noblesse et ce qui relève des talents, ce qui est dû à la naissance et ce qui est dû au mérite. Article privilège, article naissance, article noblesse. Cette préoccupation traverse l'encyclopédie dans la mesure où elle commande le choix des connaissances que contient l'encyclopédie et la décision d'en exclure ce qui ne sert pas à une transmission utile à la vertu et à la connaissance. C'est ainsi que d'Alembert explique au père jésuite avec ironie pourquoi on trouvera dans l'encyclopédie, je le cite, des articles pour les philosophes et non pour les pères de l'Église. Et il y a une grande différence entre les uns et les autres. Les premiers ont été créateurs d'opinions, quelquefois bonnes, quelquefois mauvaises, mais on a fait l'histoire de leur pensée plus que de leur personne. Les pères de l'Église, au contraire, chargés du dépôt précieux et inviolable de la foi et de la tradition, n'ont pu ni dû rien apprendre de nouveau aux hommes sur les matières importantes dont ils se sont occupés. On ne trouvera pas non plus, continue d'Alembert, la généalogie des grandes maisons, mais la généalogie des sciences, plus précieuse pour qui sait penser. Ni enfin une foule de souverains que l'histoire aurait dû proscrire. Le nom même des princes et des grands n'a droit de se trouver dans l'encyclopédie que par le bien qu'ils ont fait aux sciences, parce que l'encyclopédie doit tout au talent, rien au titre, et qu'elle est l'histoire de l'esprit humain et non de la vanité des hommes. Illustrer les talents plutôt que les titres. Ce qui me frappe, c'est qu'à la même époque, ce fut également le souci de Delatour, qui, vous le savez, après les portraits princiers que nous lui connaissons, choisit d'immortaliser, lui aussi, les visages d'artistes, de savants, de gens de lettres, d'où ce superbe pastel de d'Alembert. Sur le plan religieux, les encyclopédistes eurent à combattre l'ordre le plus puissant du royaume, les jésuites. D'Alembert était un redoutable polémiste et sa correspondance l'atteste. Plus encore peut-être l'encyclopédie. Il ne perdit aucune occasion d'attaque. On sait qu'à l'époque, l'enseignement en France était majoritairement dispensé par les jésuites. D'Alembert conçut donc un article collège dans lequel il s'en prend avec verve au fondement même de l'enseignement jésuite, à savoir la pure dévotion au latin. Les puérilités pédantesques de la rhétorique, et en particulier les exercices dits amplification. Non très convenable en effet, écrit-il, puisqu'il consiste pour l'ordinaire à noyer dans 2 feuilles de verbiage ce que l'on pourrait et devrait dire en 2 lignes. Et il plaide pour un tout autre cursus, commencer par la philosophie, car il faut penser avant que d'écrire. Il dénonce également la corruption des mœurs, entendons celle des jeunes élèves, l'enseignement du préjugé nobiliaire. On y élève, écrit-il, beaucoup de jeunes noblesses. On parle à chaque instant de leur naissance et de leur grandeur, et par là, on leur inspire sans le vouloir des sentiments d'orgueil à l'égard des autres. Enfin, la frivolité des sujets, des méthodes d'enseignement, et notamment la pratique des ballets, autrement dit la chorégraphie jésuite. Voltaire résumait cela à sa façon, bien sûr. Les pères ne m'ont appris que des sottises et du latin. Diderot ne sera pas en reste avec son article jésuite paru au tome 8, mais je mentionnerai également quelques années plus tard l'ouvrage de d'Alembert sur la destruction des jésuites. Quant aux jansénistes, d'Alembert dénonce la violence de la querelle religieuse qui les oppose aux jésuites et qu'il nomme une guerre insensée. Il s'attaque également à la croyance au miracle, les fameuses séances de la Saint-Médard, de l'église de Saint-Médard, et de cette secte de fanatiques dans l'article convulsionnaire. Fanatique. Le mot est prononcé. Sans doute est-ce un des plus acharnés qu'elle ait mené que le combat de l'encyclopédie contre la barbarie multiforme, la barbarie aux 1000 visages, a commencé justement par le fanatisme et l'intolérance. Le mot intolérance s'entend communément de cette passion féroce qui porte à haïr et à persécuter ceux qui sont dans l'erreur. Diderot poursuit. Tout moyen qui relâche les liens naturels, éloigne les pères des enfants, les frères des frères, les sœurs des sœurs, est impie.
Tout moyen qui tendrait à soulever les hommes, à armer les nations et à tremper la terre de sang est impie. L'intolérance ecclésiastique consiste à regarder comme fausse toute autre religion que celle que l'on professe, à le démontrer sur les toits, sans être arrêté par aucune terreur et par aucun respect humain. C'est l'article intolérance. Pour prendre la mesure d'un tel texte, il faut savoir qu'à la même époque, le grand dictionnaire universel des Jésuites, le dictionnaire de Trévoux, revendiquait l'intolérance. Et il expliquait ainsi au mot intolérant: il n'y a à proprement parler que les catholiques dont les principes soient intolérants, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont les vrais principes. Romilly, auteur de l'article Tolérance, apostrophe les fanatiques. Vous qui me persécutez, pourriez-vous jamais vous résoudre à renier votre croyance? Pourquoi voulez-vous donc me forcer par une inconséquence barbare à mentir contre moi-même, à me rendre coupable d'une lâcheté qui vous fait horreur? On se souvient que la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV sur le Conseil des Jésuites déclencha les persécutions subies alors par les protestants, contraints par la force soit de se convertir au catholicisme, soit de s'enfuir du royaume. Et la révocation de l'édit de Nantes à l'époque est encore dans tous les esprits. Jaucourt, à propos du mot persécution, écrit « L'histoire ne nous fournit que trop d'exemples de souverains aveuglés par un zèle dangereux, guidés par une politique barbare ou séduits par des conseils odieux, qui sont devenus les persécuteurs et les bourreaux de leurs sujets, lorsque ces derniers avaient adopté des systèmes religieux qui ne s'accordaient point avec les leurs. » Dans l'article Inquisition, il publie un véritable réquisitoire contre ce tribunal inventé pour extirper l'hérésie. Si quelqu'un dans la postérité, je le cite bien sûr, ose dire qu'au XVIIIe siècle, tous les peuples de l'Europe étaient policés, on citera l'Inquisition pour prouver qu'ils étaient en grande partie barbares. Fanatisme, enfin, est l'objet d'un long article qui analyse le phénomène à travers l'histoire. Parcourez tous les ravages de ce fléau sous les étendards du croissant. Voyez dès le commencement un calife assurer l'empire de l'ignorance et de la superstition en brûlant tous les livres. Bientôt, un autre calife contraindra les chrétiens à la circoncision, tandis qu'un empereur chrétien force les juifs à recevoir le baptême. Et de l'air poursuit ainsi: on ne sait quel parti prendre avec un corps de fanatiques. Ménagez-les, ils vous foulent aux pieds. Si vous les persécutez, ils se soulèvent. Le meilleur moyen de leur imposer silence est de détourner adroitement l'attention publique sur d'autres objets. Il n'y a que le mépris et le ridicule qui puissent les décréditer et les affaiblir. On dit qu'un chef de police, pour faire cesser les prestiges du fanatisme, avait résolu de concert avec un chimiste célèbre de les faire parodier à la foire par des charlatans. Conseil encyclopédique peut-être à méditer. Barbarie aussi celle de l'esclavage. Il est bon de rappeler ici qu'outre les nombreux articles condamnant l'esclavage, l'encyclopédie contient aussi le premier texte ouvertement abolitionniste publié en France, l'article Traite des nègres de Jaucourt. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour vous dire encore deux mots. Effectivement, je crois que je pourrais rester pendant encore une demi-heure à vous parler de l'article transfuge, mais je ne le ferai pas. Donc, je vais évoquer maintenant d'autres combats, rapidement, qui sont menés, eux, sur le plan scientifique. Il s'agit de la reconnaissance des découvertes et plus encore des combats contre les interdits de pensée. D'Alembert, dans le discours préliminaire, dénonce le despotisme théologique dans l'histoire. L'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence. Peu s'en fallut qu'on ne défendît au genre humain de penser. Ainsi, l'article Antipode de d'Alembert rappelle avec ironie que le pape déclara hérétique un prêtre qui avait émis l'idée qu'il puisse exister des hommes aux antipodes. Voyez aussi l'article Copernic de d'Alembert qui énumère les interdits de pensée et les persécutions subies par les savants. En Italie, pays d'inquisition, il est toujours défendu de soutenir le système de Copernic qu'on regarde comme contraire à l'écriture à cause du mouvement de la Terre que ce système suppose. Quant au grand Galilée, il fut autrefois mis à l'Inquisition et son opinion de mouvement de la Terre fut condamnée comme hérétique.
Je citerai simplement un autre exemple du combat encyclopédique, combat médical celui-ci, à propos de l'inoculation, l'ancêtre direct de ce que nous appelons vaccination et dont il a été question un peu plus tôt. Une campagne pour l'adoption de l'inoculation fut lancée par l'académicien des sciences et encyclopédiste La Condamine en 1754, auquel se joignit Voltaire et dans laquelle entra l'encyclopédie. Les oppositions ne manquèrent pas, conduisant à une véritable mobilisation de l'opinion publique. L'inoculation était considérée par certains comme peu efficace, par d'autres comme très dangereuse, et en outre, d'importants théologiens la condamnaient comme une pratique hérétique qu'il fallait interdire puisque, je cite, « c'est usurper les droits de la divinité que de donner une maladie à celui qui ne l'a pas ou d'entreprendre d'y soustraire celui qui, dans l'ordre de la providence, y était naturellement destiné. » Or, on trouve dans l'encyclopédie un long article inoculation de Théodore Tronchin, médecin genevois et grand inoculateur lui-même. J'achève ici ce propos. Ce qui est tout à fait frappant aussi dans l'encyclopédie, c'est la mise en cause, en fait, de la transmission, de l'élaboration et de la transmission du savoir. Je cite simplement un article, l'article Acacaliste, un article de sciences naturelles, plutôt d'histoire naturelle, histoire naturelle botanique, arbrisseau qui porte une fleur en papillon, un fruit couvert de cosses, voyez raies, dioscorides, etc. Malgré toutes ces autorités, je ne regarde pas le sort de la cacalisse comme bien décidé, sa description est trop vague, et il faut attendre ce que les progrès de l'histoire naturelle nous apprendront là-dessus. Il faut attendre. La formule ne cesse de revenir dans l'encyclopédie. L'inlassable recherche du savoir est inséparable d'une conscience, celle de la précarité des connaissances, ou plus exactement, de leur perpétuelle caducité et aussi de leur éternel renouvellement. L'encyclopédie, tentative d'un siècle philosophe, ouvrage de combat, fut le plus surveillé et le plus censuré de son temps. Il atteste cependant, me semble-t-il, de ce que furent les Lumières, l'appétit de savoir, la liberté de penser et la nécessité de douter. Je vous remercie.